Bonjour, une nouvelle émission d'Art et Regard où nous parlerons de cinéma, et dans le cinéma, dans un film, on va parler de théâtre et d'une histoire fantastique, invraisemblable. Mais pourquoi invraisemblable? Puisque ça correspond à une certaine réalité que certains de nos auditeurs ont peut-être pu connaître, puisqu'on parle d'une histoire d'une jeune femme qui prétend être d'un autre pays, alors que on va tout dire, hein, elle est française et elle est dans une situation un peu pas très agréable, des amis pas très convenables, et préfère se taire. Et puisqu'elle se tait, finalement, il faut qu'à un certain moment s'exprimer. Mais elle veut pas s'exprimer, donc elle se fait passer pour une dame qui vient d'un pays inconnu pour nous tous, qui est la Slovénie. Donc ça aurait pu être l'Arménie, hein, c'est la Slovénie. Elle prétend parler une langue, enfin elle parle une langue, c'est la langue de la Slovénie, et que, naturellement, personne ne comprend. Donc c'est de Venise sous la neige que nous parlerons aujourd'hui, un film de Vera Belmont réalisé par Elliot Kovrigaru. C'est ça, Kovrigaru. Ouais. Enfin, comme on parle de la Slovénie, donc ça peut être aussi Kovrigaru, hein, on ne sait jamais. Ça peut. Et nous sommes également avec notre cher Coco Christian Ajamian, grâce à qui, il faut le dire, tous les samedis, nos émissions Cartes sur table sont filmées, et quand vous allez sur radio-ipfm.com ou sur vos applications IPFM, quand vous voyez toutes nos vidéos, eh bien, c'est grâce à notre cher Coco que ces films sont montés, filmés et préparés pour vous. Parlons donc de Venise sous la neige. On est avec des gens du monde du théâtre. Comme les gens du monde du théâtre et des arts généralement ont beaucoup d'idées, mais souvent pas d'argent. Donc, il y a toujours un problème. Alors, Elliot, à vous de nous présenter un peu l'histoire de ce film, mais on va plonger un peu ensemble dans les détails du film. En fait, vous l'avez déjà très bien fait, puisque vous avez parlé de la structure, l'essence même de Venise sous la neige, qui est cette histoire de Chouveni, qui est l'histoire en fait qu'elle invente un pays qui n'existe pas. Et donc en fait, nous on a rajouté, si vous voulez, une histoire autour de la pièce de théâtre. C'est-à-dire que dans la pièce de théâtre de Gilles Dyrek, la personne arrivait, elle parlait pas, et puis ensuite il y avait une situation rocambolesque qui se construisait. Or nous on a fait en sorte que un des personnages principaux soit à la recherche. Vous aviez peur au début de l'émission qu'on parle en arménien, hein, que vous Quoi soyez oui, perdu ici. non, mais c'est parce que vous avez commencé à parler en arménien avec les gens autour et tout, donc je me suis dit, moi je parle pas arménien, donc ça va être compliqué, mais bon, finalement en français c'est très bien. Vous parlez très bien français, donc allez-y. Donc ça sera français, ça sera français. Mais néanmoins, je tiens à faire une petite parenthèse. C'est très lié déjà parce qu'on l'écoutera, on l'a écouté. Oui, on va écouter Gilles Dyrek qui va nous expliquer le pourquoi de cette langue. Exactement, parce que ça vient de Gilles Dyrek, et que l'idée de nous montrer la pièce initialement, c'est Christian Ajamian qui l'a eu, parce que c'est lui qui nous a amenés au théâtre, donc c'est forcément lié quand même à la communauté arménienne. Alors, justement, Christian, Coco, comment cette idée est née? Vous connaissiez Gilles Dyrek? Alors oui, comment j'ai connu Gilles Dyrek, c'est aussi grâce à la communauté arménienne. C'est-à-dire Gilles, je le connaissais de vue parce que son fils et mon fils étaient dans la même classe, donc fatalement on se voit devant l'école Saint-Mesrop. Et un jour, l'école Saint-Mesrop faisait son spectacle de fin d'année, et la directrice, naturellement, a été vers les papas qui étaient déjà dans le spectacle, dans le spectacle vivant. Bon, étant déjà 30 ans à Navassart, ensuite actuellement à Yeraz, donc m'occupant de la scénographie en tant que danseur, en tant que réalisateur, et m'occupant des DVD, etc. Naturellement, la directrice d'Igin Sirarpi est venue vers moi en disant, voilà, je vous présente monsieur Gilles Dyrek, qui est metteur en scène, et vous qui faites de la scénographie, je voudrais que vous, ensemble, vous mettiez en scène le prochain spectacle de fin d'année de l'école, qui, cette année, va avoir la chance d'obtenir le Grand Théâtre d'Alfortville. Donc, on voudrait faire quelque chose en grand. Donc, ils nous font appel, nous, en tant que professionnels de spectacle. Donc, du coup, on se retrouve, moi et Gilles, côte à côte, à travailler pour l'école arménienne. Et un jour, pendant le travail, fin de journée, Gilles me dit « Ah bah tiens, aujourd'hui, il me manque un comédien. Est-ce que tu veux venir me voir sur scène ?» Je me retourne, je dis « Ah bon, t'es aussi comédien ?» Il me dit « Oui, j'ai une pièce
que je tourne depuis des années, qui s'appelle Venise sous la neige. Je dis, why not? Du coup, je vais le voir. Écoute, mort de rire du début à la fin, cette pièce. Je me dis, mais c'est incroyable. Le lendemain, en travaillant, je dis, mais Gilles, tu veux pas en faire un film de ta pièce? Il me dit, arrête, ça fait 10 ans que j'en rêve, ça marche jamais. À chaque fois, on me propose et puis ça marche jamais. Je dis, écoute, je promets rien, mais voyons. Et moi, direct, j'appelle mon mentor du cinéma, Vera Belmont. Je dis, Vera... Avec qui vous avez déjà travaillé sur plusieurs projets. On avait fait déjà le premier court-métrage d'Eliott ensemble, où j'avais accompagné Eliott, et Eliott faisant déjà aussi des musiques de mes documentaires. D'ailleurs, notre musicologue ici, Edouard Barsegnan, le documentaire qu'on a fait sur son travail, Le Louvre, c'est Eliott qui en a fait la musique, gracieusement d'ailleurs. Et donc la relation était née comme ça, en fait. Et là-dessus, moi j'étais en train de chercher un sujet pour réaliser un film avec Vera. Et on va voir la pièce. Vera, ça lui plaît. 2 jours après, elle me demande, est-ce qu'on peut retourner voir la pièce? Je me dis, ah, ça mord. Et à ce moment-là, Vera vient avec Eliott. Et à la fin de la pièce, demande à Eliott, est-ce que ça te plaît? Eliott dit, moi j'adore. Et c'est là que Vera me demande, est-ce que tu veux pas qu'on laisse à Eliott que ça soit son premier long, ce sujet? Je dis, mais l'important, c'est que ça se fasse. Et du coup, voilà, j'ai amené Gilles chez Vera, ils sont entendus, donc les agents, les avocats, et elle a acheté les droits, et Eliott a écrit l'adaptation, et elle a commencé à réaliser 5 semaines de tournage. Donc on va entendre Gilles nous expliquer un peu son parcours par rapport à ce film, et comment on en est arrivé là, et puis on va poursuivre avec vous, Eliott, la suite de l'histoire. Et ni 11h ni 12h, je vais pouvoir être disponible et j'aurais adoré venir faire un énorme Parev à Menoun. Ah oui, bah oui. Parce que, non, pour une raison très précise, c'est que cette pièce, Venise sous la neige, dont s'est inspiré Eliott pour le film, c'est un énorme clin d'œil à la communauté arménienne. C'est-à-dire puisque moi j'ai épousé Zovina, dont les 4 grands-parents sont arméniens, qui est complètement bilingue, et qui m'avait dit, mais moi, je peux pas concevoir que les enfants ne parlent pas arménien. J'avais dit, c'est pas trop compliqué, il suffit que j'apprenne aussi, du coup. Voilà. Ce que j'ai fait. Et à force de m'entendre dire après par tous les copains arméniens, ah bon, tu parles arménien, mais t'as appris comment? C'est pas trop dur pour toi. Alors vas-y, dis-moi comment on dit bonjour, comment on dit merci. Et j'ai repris tout ça pour en faire une pièce. Et j'ai complètement décalé, puisque dans la pièce, ça ne se passe pas avec une Arménienne, mais avec une habitante d'un pays que j'ai inventé, qui est la Chouvénie, qui est même pas une habitante de la Chouvénie, puisqu'elle se fait passer pour une originaire de ce pays. Mais à la base, l'inspiration de la pièce, c'était ça. C'était Alfortville. Et à l'époque, j'habitais à Alfortville. Oui, en plus. Ouais. Oui. Face à la piscine. C'est vrai que moi, ça m'a étonné. Au début, pour moi, tu étais arménien. Donc, tu vois, je pensais même pas que tu étais, parce que moi, je t'ai connu parlant arménien. Mais quand j'ai su après que tu n'étais pas arménien et que tu parlais un arménien aussi makour, j'ai dit, mais c'est juste incroyable. Donc là, c'est là, Achkes Madar. Paliès. Donc c'était Gilles Derek avec vous, Coco, dans cette discussion amicale pour nous dire un peu son parcours et son lien avec les Arméniens. Qui disait qu'il ne pouvait pas être là parce qu'il voulait être ici à l'émission avec nous, mais pour qu'il raconte plus amplement. Mais voilà, j'ai dit au moins, raconte-moi pour les auditeurs. Alors, quelques histoires par rapport à ce film, donc l'avant-première c'est lundi. Voilà, lundi l'avant-première. Sur cette avant-première. Lundi 15 mai, c'est à 20h. À 20h. À l'UGC Léal à Paris. Donc tout le monde peut venir. Comment ça se passe? Alors on a un petit cadeau avec Eliott. On s'est dit pour les auditeurs du coin, donc d'IPFM, donc à Lyon, Marseille, excusez-nous parce que là l'avant-première se passe à Paris. Pour les auditeurs qui veulent bien venir, on vous invite. Les premiers qui appellent, donc c'est limité. On a à peu près une 50aine de places pour la radio offertes à la communauté. Les premiers qui appellent, c'est les premiers servis. Qui appellent où? Qui appellent à la radio. Ok. Qui s'inscrivent. Donc 43 53 19 80. Allez-y, commencez à appeler dès maintenant. On a à peu près 50 places pour vous offertes.
Et donc, les premiers qui appellent, qui donnent leur nom, et vous aurez votre nom à l'accueil, jusqu'à l'accueil de toute façon, et vous dites, voilà, je m'appelle, etc. Je vérifierai sur la liste, et voilà. Et vous ne paierez pas l'entrée de l'UGC Les Halles, qui est une grande salle de 500 places. Alors... Elliot, donc c'est l'histoire d'un couple, c'est l'histoire d'un théâtre et le besoin de trouver des financements. Et donc ce couple-là, français, qui parlent tous les deux très bien français, jusqu'à un certain moment dans l'histoire, ils vont chez un copain. Et vous commencez avec des petits clins d'œil très agréables parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce film. Finalement, c'est un film très drôle. Comique, oui. Et ça commence avec cette histoire de fleurs. Finalement, on oublie d'amener un cadeau chez les copains et puis on arrache les fleurs dans leur jardin et ça commence comme ça. Oui, c'est le premier petit indice sur le comportement de chacun. Mais après les chouchous, c'est chez qui ils sont le prennent quand même plutôt bien. Mais c'est vrai que il y a une succession de petites situations comme ça pour donner le ton. Si vous voulez. Ils le prennent bien parce que eux-mêmes ils sont un peu bizarres. Mais parce que même ils sont aussi intéressés. C'est ce qu'il faut retenir aussi beaucoup du film, c'est que les deux couples veulent des choses. Alors que veulent les uns et les autres? Alors le problème c'est que je peux pas trop dévoiler parce que sinon je dévoile une belle partie de l'intrigue. Mais si vous voulez, le couple qui vient chez ses amis veulent la subvention veulent obtenir une subvention pour monter une pièce de théâtre. Et dans le même temps, le couple qui les reçoit, joué par Arthur Jugnot et Élodie Fontan, veulent aussi quelque chose, parce qu'Élodie Fontan, dans le film, alias Nathalie, est comédienne. Donc elle attend peut-être aussi quelque chose de Christophe. Alors, on l'a dit, c'est un ami assez bizarre tout au long du film. Pourquoi le choix de ce caractère? Parce qu'il doit y avoir un message en dehors du fait de vouloir faire rire. Quel caractère? Le copain, le chouchou. Le chouchou, alors ça, et encore une fois, c'est bien dommage que Gilles soit pas là avec nous parce qu'il pourrait encore mieux l'expliquer. Donc je pourrais que parler finalement de ma version, de ma version du personnage de mon film. En fait, lui, il est le personnage joué par Arthur Jugnot est complètement épris de sa femme et en fait, ce que disait Arthur, il avait raison, c'est que les personnages sont évidemment naïfs, c'est ce qui est logique, mais aussi parce qu'ils ne conçoivent pas que quelqu'un puisse faire
une chose pareille. Ils ne conçoivent pas que quelqu'un puisse arriver chez eux à un moment donné et juste pas parler et inventer une langue comme ça. Donc du coup, ils pensent que c'est impossible. Et en fait, il a fallu faire en sorte que le personnage soit complètement fou, soit complètement épris de sa femme, soit complètement dans un tourbillon et qui s'appelle Chouchou et qui soit un peu agaçant. Et ça fait partie de l'essence des deux personnages. Et c'était déjà d'ailleurs le cas dans Alors, est-ce qu'il y a une différence entre la pièce et le film en termes de... Est-ce que l'adaptation est très... vous avez respecté le texte tel qu'il est, ou vous avez dû, pour le film, réadapter les personnages, les caractères? J'ai forcément adapté les personnages. J'ai réadapté le texte. Ça fait partie d'un ensemble de choix. C'est-à-dire, est-ce que on prend cette vanne-là, est-ce qu'elle marche, si elle marche au théâtre, est-ce qu'elle va marcher au cinéma? C'est pas le même média, c'est pas les mêmes règles du jeu. Donc du coup, on a fait un ensemble de choix qui font que c'est adapté au cinéma. Je l'ai dit à Gilles Direct et je le redis ici encore. On a voulu faire un vrai film de la pièce. Inspiré de. Voilà. Ce que je voulais pas, c'était poser ma caméra, donner le texte de la pièce et dire allez-y, jouez, on se démerdera. C'était vraiment créer un film solide avec des personnages qui soient riches et complexes. Alors justement, un personnage riche et complexe, c'est l'histoire de Chouchou. Il est assez extraordinaire, Junio, et il est peintre. Et il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette relation parce que le copain est obligé de lui dire que tes tableaux, c'est captivant. Alors qu'il pense forcément le contraire. Mais c'est aussi de la politesse. Je veux dire, si quiconque ici, on se retrouve chez des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, qui nous montrent ses tableaux, on va pas lui dire bon, ce que tu fais, c'est naze. C'est-à-dire qu'il y a aussi pas mal de relatifs savoir-vivre. On est bien élevé. On est bien élevé quand même. Donc c'est aussi ça. Alors, cette dame âgée qui habite aussi avec les chouchous, elle a un rôle aussi. Pourquoi? Ça vient de la pièce ou c'est... Non, c'est si vous faites référence à la Tati, oui. C'est-à-dire c'est un personnage qu'on a inventé. C'est un personnage qui vient qui vient perturber le plan des quatre, en fait, par sa présence, le fait qu'elle arrive et qu'elle s'en aille. Donc, parce que sinon, ça ferait une pièce de théâtre filmée, si on est avec 4 personnages tout au long du film. Il y a aussi ça. Peut-être aussi. C'était surtout pour briser les quatre, pour briser ce schéma de deux et pour encore une fois mettre un peu plus de suspense, de diversité, d'enrichir un petit peu la relation entre les quatre. Alors il y a quelque chose d'extraordinaire que probablement beaucoup d'étrangers ont vécu, c'est le fait qu'on arrive chez les Français, et puisque vous venez d'ailleurs, les Français ont une tendance de vous donner les médicaments. Peut-être que dans votre pays, vous êtes malade et vous ne savez pas comment vous soigner, peut-être un tournevis, peut-être des choses comme ça, parce que vous êtes l'étranger, le pauvre étranger. Voilà, le pauvre étranger qui vient. Mais non, mais là est tout le génie, à mon avis, parce que c'est ce que je pense de Gilles Direct. Oui. C'est qu'il a parce aussi. Que c'est du vécu. C'est déjà parce que c'est du vécu, parce qu'il l'a extrêmement bien traduit. Et c'est là où je pense, quand j'ai vu la pièce, je me dis putain, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé avant? On aurait dû tous faire cette pièce il y a 50 ans. C'était quand même extraordinaire. Pour moi, ça m'est arrivé aussi, mais dans un cadre un peu autre. Mais quand vous arrivez, vous êtes à table et que y a une personne qui parle pas français, ou vous parlez pas la langue, vous voyez bien que ça peut donner une multitude de situations. Moi, il y avait quelque chose que je voulais mettre et que j'ai pas pu mettre. Par exemple, vous êtes à table avec plein de personnes et ils parlent une langue que vous ne comprenez pas. Et tout d'un coup, tout le monde se met à rire, d'accord? Parce qu'on se raconte une blague. Vous riez nerveusement parce que voilà. vous faites comme les autres. Vous faites comme les autres, parce que c'est drôle. Et ensuite, donc, vous demandez, alors, c'était quoi la blague? Évidemment, la blague, elle est traduite, donc elle perd toute son essence. C'est pas drôle du tout. Donc, du coup, après,
on vous l'a fait, vous riez encore nerveusement pour montrer que c'est drôle alors que ça l'est pas, et vous êtes seul à rire. Je veux dire, c'est les enjeux de la traduction. Et ça nous est tous arrivé. Et ça arrivait beaucoup. C'est tous arrivé. Et donc il y avait une multitude de situations qu'on aurait pu mettre, mais bon, on fait des films d'1h20 aussi, il faut pas déconner. Mais du coup, c'est vrai que ça donne lieu à plein de choses. Alors justement, la jeune femme, alors elle joue très bien son rôle, hein, il faut le dire, jouer dans le silence total. Juliette Arnaud. Et dans mimer un peu des expressions, des pensées, de faire comprendre ses agacements, mais également le fait qu'elle ait envie, ici et là, de s'exprimer, mais de dire quel con, etc. Mais elle ne peut pas le dire. C'est extraordinaire quand même, un rôle dans le silence total. J'ai prévenu Juliette Arnaud quand on a commencé à lire. Je lui ai dit bon, tu ne vas pas beaucoup parler, donc il y aura des journées où tu diras un mot. Donc pour le texte, ça a été. Mais c'est vrai qu'après, elle a dû faire, en l'occurrence, je vais laisser Christian parce qu'il connaît mieux ça que moi, mais elle a travaillé. Ce qu'elle improvise, si vous voulez, a été écrit. Et en fait, on a travaillé avec une amie de. En fait, on a mélangé de l'arménien, du roumain, du moldave, et on a recréé une langue avec ces 3 langues. Qui est-ce qui a créé cette langue ? Avec Christine, une des danseuses de notre troupe, avec Armen Chilo Yance, on a une troupe de danse où on a toutes les cultures, parce qu'on a fait un mini ballet de Moussaïev, donc on a des Roumains, des Moldaves, des Arméniens, des Russes. Et en fait, moi, quand je vois une répétition de la troupe Diaspora, c'est un peu la langue chouvaine, parce que tu entends un petit peu des mots partout. Donc j'ai pris Christine qui parlait un petit peu ces 3 langues, et on s'est assis avec Juliette, et on a construit des phrases qui ne veulent rien dire en arménien, rien dire en roumain, rien dire en Moldavie, mais les 3 sonnent une langue. Donc à un moment donné, quand Franck dit « Yergiret Ure », il faut vraiment tendre l'oreille pour comprendre qu'il dit Yergiret Ure, parce qu'il a un accent qui est affreux, un accent arménien qui est affreux. Et donc, il faut savoir qu'il dit Yergiret Ure, mais ça, personne ne le comprend. Même un arménien, si tu ne le dis pas, il ne peut pas comprendre qu'il est en train de dire Yergiret Ure. Mais pourtant, il le dit. Alors, comment peut-on... Chouveni Yergiret Ure. Et là, elle est agacée, elle dit « ta ». Parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Bah, bien sûr. Parce que le type qui vient, l'oncle de la jeune fille, il prétend connaître un peu les pays de l'Europe de l'Est. Alors le pire, c'est qu'il prétend connaître la Slovénie. Alors, c'est pas un pays en monde. Non, en fait, non. La Slovénie, il ne connaît pas parce qu'il s'étonne de l'existence de ce pays. Mais il prétend reconnaître la langue. Voilà, mais il dit où se trouve ce pays. Il commence à parler une langue et c'est elle qui ne le comprend plus. Oui. De toute façon, elle peut pas. Si elle parle pas la langue, elle peut pas répondre. Donc du coup, elle s'en sort par un da. C'est-à-dire que ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire le oui. Et voilà. Donc mais c'est important, ce passage est important parce que dans le film, on voit que même si celle qui se prétend chouvaine dirige les il y a déjà une nationalité chouvaine. Bien sûr. Oui. Il y a même un capital, il y a tout. Il y a même le capital, il y a tout. Attendez, c'est très documenté. Et donc voilà, à un moment donné, durant le film, voilà, c'est celle qui dirige les débats, si vous voulez, et à un moment donné, quand ce beau-père arrive, donc, et elle sent qu'elle est acculée finalement. Et ben là, on va dire comment est-ce qu'elle va s'en sortir. Et pendant tout le long du film, on va dire comment est-ce que ça va s'en sortir. On va pas le dire. Oui, on va pas le dire. Par contre, elle commence à parler français. Elle dit merci. Mais bah oui. C'est encore une fois, je dois ça à Gilles Direct, c'est repris directement. Et donc quand elle commence à dire merci avec entre guillemets difficulté, et ben les gens l'applaudissent pour dire bravo, tu parles bien français, etc. Ça donne ces situations, mais encore une fois, ça je pourrais que dire merci à Gilles. Alors justement, il y a toutes ces expressions, toujours l'histoire face à l'étranger, mais un regard très sympathique. C'est pas le regard que certains ont vis-à-vis des immigrés, même si à la fin on commence à la soupçonner d'avoir de faux papiers, et puis on pense même à appeler la police parce que bon, il y a une étrangère avec des faux papiers, alors, etc. Il faut faire attention dans le film. Attention, et là je parle vraiment que du film. Il faut faire attention aussi à c'est parfois
c'est aussi une forme de banalisation du racisme, parce que c'est important de le dire, parce que ça traite aussi pas mal de ça. C'est-à-dire que il y a aussi une certaine dignité à avoir vis-à-vis des étrangers, etc. Quand on donne des trucs qui sont cassés, on se donne en bonne conscience, parce que avec ça, c'est la phrase du film, avec une machine à raclette, tu te fabriques une mobilette. Enfin bref, en se donnant tout plein de raisons de donner des trucs qui nous servent pas, des trucs dont on se fout, des trucs qui sont cassés, etc. Bon, tout ça fait en sorte qu'on considère l'autre comme étant inférieur. Et d'ailleurs, ça se sent... ça se banalise. Hein, voilà, ça se banalise. Et tout ça, ce sont aussi des thèmes qui sont abordés dans le film, qui l'étaient aussi dans la pièce, mais qui sont abordés dans le film. C'est une façon... le mot est peut-être un petit peu fort, mais c'est important de le dire, c'est une façon colonisatrice de penser la chose. Il y a un exemple qui est très très parlant, c'est quand à un moment donné, Chouchou en dire ici, chrétiens, musulmans, chouven ou normal, on est tous frères. Ou normal, quand il dit ou normal, c'est la même vanne que Coluche l'avait sorti dans le... C'est-à-dire, il y a les autres et puis il y a les gens normaux. Nous, on est les gens normaux. Ces petits trucs racistes minuscules, cumulés, c'est un peu dénoncer tout ça, quoi. Alors, en plus, elle réagit très bien. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans son rôle de cette pauvre étrangère à qui on donne des choses et elle commence à un moment donné à manger d'une manière tellement sauvage pour montrer que vous avez tellement raison, nous les pauvres, on ne sait pas ce que c'est la civilisation. On est venu apprendre. Enfin, on n'est pas venu apprendre, mais vous avez raison de nous traiter comme ça. C'est parce qu'elle joue à fond le rôle, surtout elle joue à fond le rôle que les autres lui ont attribué. Voilà. C'est très important de le penser comme ça. C'est-à-dire qu'elle voit bien qu'elle est traitée comme la dernière des sauvages, etc. Et donc du coup, elle en joue, elle joue à fond. À 200%. C'est ça qui fait la tendrerie. On apprend aussi de ces étrangers, c'est-à-dire que quand on pose la question, alors vous, ça a été quand votre premier acte d'amour? Et puis pour la chevenne, c'est non, il n'y a pas d'acte d'amour avant le mariage. Et puis l'autre, les chouchous se regardent, ils se disent mais c'est pas croyable, pauvre Christophe, parce que tu n'as pas eu l'occasion avant le mariage. Et la jeune femme elle dit mais c'est génial. C'est fini, interdit tôt. On va arrêter tout ça. Ben oui, parce que comme les chouchous, ils croient dur comme fer, ils y voient quelque chose d'un peu pur, d'un peu machin, etc. Bon, on voit que dans le film après, c'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas, elle joue sur tous les plans et c'est ça qui en fait la drôlerie, quoi. Alors pourquoi le titre Venise sous la neige, Coco? Alors, Venise sous la neige, après, on va le voir dans le film parce que, en fait, par rapport à la pièce de théâtre, parce que dans la pièce de théâtre, tout bascule avec cette boule de Venise. La boule vous savez, les boules quand on remue et puis il y a la neige qui tombe là. Oui. Voilà. Bon. Et dans la pièce, c'est comme ça. Donc Gilles, un peu, vu que dans sa pièce, il y a deux phases. Il y a la phase avant la boule et après la boule de Venise. Donc voilà, c'est la bascule et Gilles avait pris ce titre. Nous, on a cherché différentes idées et franchement, on n'a rien trouvé qui allait être un meilleur titre que... Vraiment, on a cherché, on était à plusieurs à chercher. C'était le titre de la pièce de théâtre. C'était le titre de la pièce de théâtre. Moi, je trouvais deux intérêts à garder ce titre. D'abord parce que la pièce, elle a tourné depuis 10 ans et puis elle est jouée dans pas mal de pays parce que la pièce est reprise. Moi, je peux même vous dire, je m'occupe d'une école de théâtre à Vincennes. J'ai connu la pièce comme ça, en fait, parce que les élèves prenaient des extraits de Venise sous la neige. Et ça fait que quand Gilles m'a invité pour la première fois à aller à la Comédie Bastille voir sa pièce, je me suis dit, mais je connais cette pièce. Et j'ai eu un doute même à savoir si c'était lui qui l'avait écrit, parce que je la connaissais. Je me suis dit, mais c'est un vaudeville connu qu'il a dû reprendre. J'ai du mal comprendre. Et à la fin, quand j'ai demandé à Gilles, mais c'est un vaudeville, il dit, non, c'est ma pièce. Je dis, mais je le connais, je l'ai déjà vu. Il me dit, ils ont pris des extraits de ma pièce, même dans l'école de Vincennes. Donc c'est une pièce qui est assez connue. Depuis 10 ans que ça tourne, il jouait... Nous, quand on a été le voir, il jouait la 100e, la 1000e, je ne sais plus exactement. Et donc je me suis dit, il y a ce background des gens qui ont vu la pièce. Donc ce serait bien, c'est de dire Venise sous la neige, le film. Et après, du fait qu'on n'a pas trouvé une meilleure idée, en tout cas, pour exprimer le contenu, je pense que l'idée de fait de garder Venise sous la neige tombe assez bien. Et je trouve que ça parle assez... Alors, ce qui est génial, c'est qu'à un moment donné, le chouchou pose la question à Christophe,
c'est plutôt Christophe qui pose la question. Oui. Vous l'avez acheté à Venise? Il dit non, à Carrefour. Donc c'est banal, mais ça dit tout quoi sur. Exactement. D'ailleurs, chouchou. il en a rien à foutre parce qu'il est même prêt. Ce symbole qui est très important pour ce couple, même ça, il est prêt à donner à la pauvre étrangère. Mais pour la il le fait aussi dans un contexte bien particulier. Par contre, par exemple, vous mettez en exergue une différence avec la pièce. Ça, on a un petit peu changé. La raison pour laquelle il met la boule de Venise sous la neige, qui donne la boule de Venise sous la neige. Alors, ce film Venise sous la neige, produit par Vera Belmont et réalisé par vous, Elliot Cavrigaru, et avec votre participation, Coco Ajamian, et une pièce, donc la pièce originale de Gilles Derek. L'histoire d'un pays inconnu, la Chouvenie. Donc c'est l'avant-première. L'avant-première, c'est le 15, mais... et le film sorti national, donc à Marseille, à Lyon, sorti vraiment national. Sachez que ici, vous le verrez à Bercy, UGC Bercy. Sinon, il est à UGC Halles. Il est dans toutes les grandes salles de Gaumont, Pâté. Alors, je sais à pas partir de quand? À partir du 17 mai. Le premier jour de... Ah, ça y est, c'est la sortie nationale, 17 mai, on peut le voir partout, à Paris, Marseille. 50 places pour vous, chers auditeurs, mais il faudra appeler IPFM au 01 43 53 19 90, nous prendrons vos noms. Et voilà, 2 entrées gratuites chacun. À l'équipe de Venise sous la neige, merci pour d'abord, félicitations pour votre premier long métrage. Ah, merci. Oui. Voilà, et donc merci pour cette visite. Et je vous dis à bientôt pour les prochains films. Alors, petite chose, à la fin du film, il y a une scène que je ne peux pas dire, mais vous allez voir, et vous allez voir beaucoup de vos amis d'Alfortville, parce qu'on a à peu près 150 figurants qui sont essentiellement des gens d'Alfortville. Ah, il y a déjà 150 personnes figurants. Merci beaucoup. Merci à vous.